Monsieur Tsenon, Monsieur Timothéo. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Nous débattons ce matin des orientations qui vont prévaloir dans la construction du budget 2025 et donc des politiques de votre majorité dans la conduite de l'action départementale. Évidemment, notre groupe est pleinement conscient du contexte d'instabilité politique et économique dans lequel s'opère cet exercice. Un contexte de pression forte sur les finances des collectivités locales qui voient globalement leurs recettes diminuer du fait des choix politiques des gouvernements que vous avez soutenus, des choix qui ont transformé et déstabilisé le mode de financement des collectivités locales avec la suppression de divers impôts, des impôts de production, des impôts liés à l'habitation et le transfert de quelques autres, etc. Sur ce point d'ailleurs, je pense que nous n'avons pas fini de voir les effets collatéraux désastreux de ces décisions. Les départements, ça a été rappelé il y a quelques instants, dont la compétence principale est obligatoire et le social, voient aujourd'hui leurs deux principales recettes calées sur, d'un côté, pour dire vite, les frais de notaire, d'un autre côté, une fraction de la TVA. Et comme je l'ai déjà dénoncé ici, on conditionne finalement aujourd'hui la potentialité d'intervention d'une collectivité, notamment dans le champ social, finalement, d'un côté au dynamisme du marché immobilier et à la spéculation qui l'accompagne, et d'un autre côté au dynamisme du marché des biens et services. C'est quand même fort de café, vous en conviendrez. Je rappelle que ces deux sources de financement, qui représentent 1,2 milliard à peu près, c'est 60% de nos recettes aujourd'hui, sur les 2 milliards de recettes que l'on a cette année. Donc je ne suis pas certain que tout ça pourra marcher durablement. Il faudra certainement qu'on trouve dans l'avenir des moyens de revoir tout cela. Un contexte de pression forte, je le disais à l'instant, sur les finances des collectivités locales qui impacte évidemment également leurs dépenses, alors même que les besoins de protection et d'accompagnement ne cessent d'augmenter, alors même que la fragilisation de la population, voire la paupérisation et l'exclusion d'une partie d'entre elles, appellent l'intervention de la puissance publique à tous les niveaux territoriaux. Le document qui nous est présenté ce matin se veut rassurant quant à la gestion de notre collectivité. Mais derrière les effets d'annonce, il y a une réalité sans doute bien plus inquiétante, celle d'une politique budgétaire très certainement un peu déconnectée des urgences sociales. Le rapport nous explique que 75% des habitants sont satisfaits de l'action départementale en s'appuyant sur un sondage commandé, je crois, dans le cadre de la campagne. On est bien dans les Hauts-de-Seine. Un sondage financé par le département lui-même pour vanter ses propres actions. Est-ce une preuve fiable d'une gestion irréprochable ? Je ne suis pas très certain. Surtout, cette communication passe sous silence les réalités vécues par de nombreux alto-séquanais, des familles en difficulté qui peinent à trouver une place en crèche ou un mode de garde adapté, des jeunes en recherche d'emploi qui manquent d'accompagnement et de dispositifs d'insertion, des bénéficiaires du RSA ou de l'APA qui se battent avec des démarches administratives longues et complexes, des usagers de plus en plus nombreux qui ont du mal à faire valoir leurs droits. En réalité, un sondage flatteur ne remplacera jamais des politiques publiques solides et ambitieuses. Des politiques solides et ambitieuses, d'abord dans le champ de la compétence principale de notre collectivité, celui de la solidarité. Que constate-t-on sur ce volet ? D'abord, que le niveau d'engagement du département se situera quasi à l'identique de celui de l'an dernier, environ on l'a dépassé, vous l'avez dit, M. Baguet, mais il était quasi proche de ce niveau l'an dernier, un peu plus d'1 milliard d'euros cette année, une très faible augmentation en réalité d'environ 7 millions d'euros par rapport à 2020. 50 millions d'euros, enfin une augmentation très faible, expliquée principalement par la revalorisation des allocations individuelles de solidarité et pas par des mesures nouvelles spécifiques en réalité. Cet engagement dans les solidarités est le poste principal des dépenses, bien normal au final, vu la stature de chef de fila que le département a dans l'action sociale. Il demeure néanmoins ce niveau d'engagement bien en deçà de ce que font les départements en moyenne, puisque en moyenne, les départements consacrent plus de 70% de leurs dépenses de fonctionnement à l'aide sociale, quand les Hauts-de-Seine n'en consacrent que 60%.
Ah bah, faites la simple division, mais vous direz après. Ouais. Je vous... Moi, l'exemple concret, parce que c'est facile de dire n'importe quoi, Je dis pas n'importe quoi. de la Seine-Saint-Denis. Vous... Donnez-moi l'exemple concret de la Seine-Saint-Denis. Parce que vous prenez, monsieur, je vous l'ai déjà expliqué, mais vous ne voulez pas comprendre politiquement, parce que vous faites de la pure politique politicienne, en réalité. Voilà. Vous tenez compte de la recette globale, vous ne retirez pas la péréquation. Voilà, si vous retirez la péréquation, qui nous coûte quand même plus de 400 millions d'euros, que l'on donne à vos amis, où ça vient en plus, bien, si vous faites cela, nous sommes bien plus en dépenses que la Seine-Saint-Denis sur les recettes réelles de fonctionnement. Alors arrêtez de dire des contre-vérités. Des contre-vérités ne finissent pas par faire une vérité. 1 milliard divisé par 1,6 milliard, ça fait 60%. 1,6 milliard, c'est la recette réelle. Oui, ben, ça fait 60% chez nous. Oui, mais ça ne fait pas 70 en Seine-Saint-Denis. J'ai dit la moyenne des départements. Oui, oui, la moyenne des départements. C'est ce que j'ai dit. 60% chez nous. La moyenne des départements. 60%. Et vous me donnerez le chiffre de la Seine-Saint-Denis lorsque vous aurez un moment. Je vais vous donner. La moyenne des départements consacre donc bien 70% de leur budget à l'action sociale, quand pour l'instant, nous n'en consacrons que 60%. Ça, c'est en prenant en compte, évidemment, les dépenses défalquées, des péréquations et des différentes dépenses que vous avez évoquées tout à l'heure. Et en réalité, quand on regarde plus en détail les éléments qui nous sont produits, on s'aperçoit que ce sont d'ailleurs généralement plutôt des baisses en fonctionnement qui sont proposées, et par ailleurs, malgré ce qu'a dit M. Baguet tout à l'heure, un ralentissement des investissements. À titre d'exemple, il était prévu l'an dernier au BP 24 qu'on investirait dès cette année en 25 14 millions pour la réalisation des pôles sociaux, des foyers et de la maison de l'avenir. En réalité, on n'inscrira que 10 millions au budget cette année. Si on regarde maintenant un peu les parcours justement qui décrivent le champ de la solidarité, sur la petite enfance, c'est en moyenne plutôt des baisses de crédit, certes expliquées en partie par la suppression des aides au financement des structures privées à but non lucratif, que l'on a acté en commission permanente, me semble-t-il, mais aussi par la diminution de l'allocation bébé-dom, qui à nouveau concède une baisse substantielle, expliquée en partie par des effets de démographie. Je ne suis pas personnellement totalement convaincu que la démographie suffise à expliquer la baisse de la demande des familles sur le sujet, mais je n'ai pas d'éléments ce matin pour abonder dans ce sens. Sur la protection de l'enfance, une baisse malgré tout de 3 millions d'euros, dont 2 millions d'euros retirés notamment pour le placement en famille. Sur ce sujet de la protection de l'enfance, on a déjà pu saluer ici les efforts qui ont pu être faits pour améliorer la situation des enfants et des jeunes pris en charge par l'ASE, même s'il reste encore, je crois qu'on en convient tous, beaucoup de chemin à faire. Dans cet esprit, d'ailleurs, on aurait aimé trouver dans le document des éléments qui illustrent la politique volontariste du département, si elle existe, pour éviter aujourd'hui les sorties sèches de l'ASE et montrer l'effectivité de l'accompagnement de ces jeunes jusqu'à 21 ans, comme le prévoit maintenant la loi. Sur d'autres parcours spécifiques, je poursuis toujours sur les solidarités, on note les efforts qui sont faits pour les seniors et les personnes handicapées, pour lesquels un effort budgétaire est acté, notamment pour permettre le maintien à domicile, au travers essentiellement d'ailleurs des allocations et prestations spécifiques, l'APA ou la PCH, soit par la prise en charge dans des établissements spécialisés. Au-delà des seules prestations, il manque en revanche ici une véritable information sur l'accompagnement des personnes âgées, puisque je crois que cette activité a été déléguée au GIP Autonomie aujourd'hui avec les Yvelines. Du coup, on ne sait pas trop ce qu'on fait, par exemple, pour prévenir la perte d'autonomie. En tout cas, ce document n'en dit pas grand-chose. On aurait aimé aussi que sur le volet handicap, ça a été évoqué déjà tout à l'heure, on puisse dégager des moyens pour faire mieux fonctionner notre MDPH, pour lesquels
Je le rappelle, mais vous l'évoquerez sans doute plus tard dans la matinée, les délais moyens de traitement des dossiers demeurent à des niveaux très élevés aujourd'hui. Vous vous êtes exprimé dans la presse sur ce sujet, Monsieur le Président. C'est 8 mois aujourd'hui d'attente pour un traitement de dossier. C'était moins de 5 mois en 2022. Il est une évidence qu'aujourd'hui, la dégradation de cette situation doit être stoppée. Je souhaiterais en venir maintenant à la question de la jeunesse et de la stratégie, ou soi-disant stratégie, qui est dédiée. Sur l'intérêt porté à la jeunesse, si l'intérêt porté à la jeunesse est évidemment nécessaire, force est de constater que ce qui est proposé est assez loin d'une vision, me semble-t-il, stratégique, mais résulte plutôt d'une superposition de dispositifs dans les différents champs d'intervention de la collectivité, et qui finalement n'est que le reflet de la fragmentation de la prise en compte de la jeunesse dans vos politiques, avec, me semble-t-il, encore aucune approche transversale. Un amoncellement de dispositifs, tout intéressants ou utiles qu'ils puissent être pris individuellement. Cet amoncellement de dispositifs ne forge pas une stratégie. Au mieux, il constitue un catalogue. On peut évidemment vouloir rendre visible l'action en direction d'un public particulier comme les jeunes. C'est légitime, je trouve que c'est normal, je soutiens cette démarche. Mais si on veut fonder une véritable politique jeunesse, alors il faut aller un peu plus loin. Et si c'est votre objectif, je pense qu'il y a encore un peu de travail. Parce que, par exemple, dans le cas de l'élaboration d'une politique de jeunesse, on ne peut mettre sur un pied d'égalité des aides éducatives à domicile dans le cadre de l'ASE, d'un côté, prises dans le cadre d'une compétence obligatoire, et des aides facultatives en faveur de la citoyenneté ou de la solidarité internationale, par exemple, comme on peut le faire pour le dispositif initiative de Jeunes Solidaires, dont au passage il n'est fait aucune référence dans ce chapitre concernant la jeunesse. Je ferme la parenthèse. Donc on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité, par exemple, ces deux types de mesures, et on comprendra aisément que le volontarisme d'une politique en la matière ne se mesure pas tout à fait de la même manière à partir de la prise en compte de chacun de ces dispositifs que je viens de citer. Si on quitte les parcours liés aux politiques de solidarité pour regarder les autres secteurs, c'est globalement quand même la baisse des investissements un peu partout au regard des prévisions que nous avions l'an dernier. Certes, on dépensera un peu plus un peu partout, mais on dépensera moins que ce qui était prévu l'an dernier. Donc la voilure est quand même largement réduite. Dans les dépenses d'investissement liées au collège, dans la programmation qu'on avait déjà évoquée l'an dernier au BP, il était prévu que cette année, on puisse investir 165 millions d'euros pour 2025, enfin, quand on regarde le BP de l'an dernier. Au final, cette année, on le fera 131 millions de ce que je vois. C'est 10 millions de plus que l'an dernier, mais c'est 10 millions de plus que l'an dernier, mais c'est en deçà de la trajectoire que nous étions fixés l'an dernier. Idem pour les investissements dans les établissements culturels. Pour 2025, l'an dernier, on prévoyait une trajectoire à 66 millions. Au final, cette année, on n'en fera que 53. Sur les mobilités, on prévoyait l'an dernier 179. Au final, cette année, on n'en fera que 119, soit d'ailleurs 8 millions de moins que l'exécuté de 2024. Pour les investissements dans les infrastructures sportives, toujours pareil, une trajectoire d'investissement qu'on calait l'an dernier pour cette année à 58 millions, on n'inscrira que 40 millions. Sur le sport d'ailleurs, petite incise, petit pas de côté, non pas sur l'investissement mais sur le fonctionnement. Sur le sport d'ailleurs, je trouve dommage qu'on n'ait pas maintenu l'effort financé pour la pratique sportive. Certes, le soutien au sport de haut niveau ne bouge pas dans le soutien financier, 8 millions d'euros de mémoire. En revanche, je trouve dommage que le soutien à la pratique pour tous soit un peu en baisse, alors même que l'on sait qu'il y a eu un réel effet des JO, un effet, y compris un effet des JOP, sur les licences sportives des fédérations, notamment celles qui ont été titrées, avec d'ailleurs une augmentation
pour certains publics habituellement plus éloignés de la pratique sportive licenciée. C'est le cas des femmes, c'est le cas des seniors ou encore du handisport. Donc je trouve dommage que, alors même que cet événement sportif mondial important que l'on a soutenu, et que c'est une très belle chose, on ne puisse pas accompagner les effets, au final, aujourd'hui, une partie de l'héritage de ces JO pour notre territoire. Je poursuis sur l'investissement, toujours. Je ne veux pas être trop long, je l'ai déjà sans doute été un peu. Notamment sur la préservation des ressources et notamment sur la politique de l'eau que M. Baguet a évoqué rapidement tout à l'heure. Là aussi, on note une baisse des investissements de près de 4 millions d'euros pour la gestion des eaux pluviales et la réduction du risque d'inondation en 2025. Je m'interroge, alors vous allez me dire pourquoi il y a sans doute cette baisse. Moi, personnellement, je m'interroge à la lecture, je m'interrogeais un peu sur cette baisse, car je crois me souvenir que monsieur le préfet des Hauts-de-Seine, qui était avec nous il y a un petit mois maintenant, nous avait fait part d'ailleurs de son inquiétude sur les niveaux à venir de la Seine et sur le risque de crue proche de celle de 1910. Donc on s'attend à ce que 2025 soit une année sans doute compliquée. Donc je ne sais pas si dans ce contexte particulier et à haut risque pour l'année qui vient, il ne faille pas, si ce n'est maintenir, en tout cas renforcer un peu les investissements sur le sujet. Pour terminer, vraiment, il sera bien sûr aussi question, et il est question de l'investissement dans le cadre des contrats de développement, dont les 2/3 seront en renouvellement cette année. Les 2/3, c'est beaucoup. Il sera donc aussi question d'investissement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, M. Baguet, mais aussi il sera aussi question dans ces contrats de développement des dépenses de fonctionnement pour les communes. Et sur ce point, encore une fois, on ne peut que regretter que vous ayez choisi de geler le mécanisme de revalorisation des enveloppes de fonctionnement dans ces contrats. Mais peut-être pourra-t-on, lors de ces renouvellements, y inclure quelques nouvelles dépenses, des dépenses nouvelles d'ailleurs que les villes auront dorénavant à supporter la charge. Je pense notamment, et on vous a écrit, Monsieur le Président, récemment sur ce sujet, je pense notamment aux coûts que les villes devront dorénavant supporter pour l'inspection de leur sous-sol, puisque le département qui prenait en charge une partie de ce coût vient de dénoncer la convention avec l'inspection des carrières qui le permettait. Moi, mon canton et les deux villes qui constituent mon canton, Montrouge et Malakoff, qui ont un sous-sol qui ressemble à un vrai gruyère, sont particulièrement touchés. Le territoire plus largement Vallée Sud Grand Paris, c'est 8 communes sur 10 qui sont touchées. Nanterre est en partie en tout cas concernée. J'espère qu'on pourra trouver une solution sur ce sujet. Voilà. Voilà les quelques observations que je souhaitais faire sur ces orientations, en espérant que des ajustements puissent encore se faire. Très bien. Mais on verra au budget primitif, et je laisse mon collègue Jarry compléter sur d'autres points. Bien, alors je vais essayer de répondre, pas sur tout, mais quelques points. D'abord, votre manque, mais c'est normal, vous êtes dans l'opposition, il faut bien que vous opposiez à un moment donné, surtout concernant le budget, parce que sinon, vous ne joueriez pas votre rôle. Mais pour autant, vous pourriez être à minima objectif, parce que tous les départements de France, tous, ont aujourd'hui le même problème. Avec les hausses, et vous l'avez indiqué au début de vos propos, des solidarités, parce que nous sommes la seule collectivité à avoir à traiter et à prendre en charge l'ensemble des solidarités. Et la baisse des recettes, qui en plus ne dépendent pas de nous, puisque nous sommes quasiment la seule collectivité qui n'avons plus de taux. Et même, je vais plus loin, le seul taux qui nous restait, c'était sur le foncier. L'État nous l'a retiré et nous a remplacé par de la TVA, qui est devenue finalement une dotation, puisque au début, on nous disait, mais les départements, vous plaignez pas. Par la TVA, vous aurez bien plus de progression de recettes que parce que rapporte la taxe foncière. Bien, sauf qu'aujourd'hui, on voit bien c'est une dotation, puisque l'État décide par la loi de finances de bloquer l'évolution. Voilà. Et quant au DMTO, on sait tous quelle est la crise du logement et des bureaux, et donc de la baisse
je prendrai qu'un exemple si vous êtes objectif, c'est que si on regarde à quelques millions près, la recette 24 de nos droits de mutation, qui va être de l'ordre de 426 millions d'euros, est quasiment le même montant que la péréquation à laquelle nous sommes soumis, un peu plus de 400 millions d'euros. Voilà. Donc ça, c'est un élément objectif, factuel. Quant aux dépenses de solidarité, vous aviez dit que nous étions qu'à 63% et la moyenne des départements était à 70%. Je vous ai parlé de la Seine-Saint-Denis. Écoutez, je vous envoie simplement sur leur site. Vous n'allez pas me dire que le site de la Seine-Saint-Denis, c'est moi qui le fais. Il est bien fait par eux. Mais sur le site de la Seine-Saint-Denis, vous y allez, là, sur votre portail immédiatement, ils annoncent que leurs dépenses de solidarité représentent 53% de leurs dépenses de fonctionnement. Ce n'est pas moi qui l'écris, c'est eux, et c'est sur leur site. Et c'est même pire, parce que si vous étiez là aussi objectif, vous savez qu'il y a une prise en charge par la CNSA, d'accord? Tous les départements de France, il y a une prise en charge par la CNSA au moins de 40%. Ça a été voté il y a peu de temps et délibéré il y a peu de temps. Au moins 40%. Il y en a qui sont même à plus de 50%. Le seul département de France qui n'est qu'à 28%, c'est le département des Hauts-de-Seine. Donc si je rajoute la non-compensation par rapport aux autres départements, ce n'est pas 60% auquel nous sommes, c'est beaucoup plus. Donc à un moment donné, moi je veux bien que vous soyez dans l'opposition, mais un peu d'objectivité, ça fait de mal à personne et tout cela est public. Concernant ensuite la petite enfance, bien écoutez, la petite enfance, les places en crèche, c'est les villes qui les créent, ce n'est pas le département. Et là aussi, notre département continue, alors que ce n'est pas une obligation légale, à verser aux communes des sommes pour les aider à créer des crèches et à accueillir des enfants. Malheureusement, et vous le savez là aussi, c'est même dans votre ville, c'est le cas, eh bien, ils n'arrivent plus à trouver des auxiliaires et des EJE pour créer des places en crèche. Ce n'est pas parce qu'on ne finance pas, on finance toutes les places en crèche et toutes les crèches qui ouvrent. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y en a plus et que même certaines ferment. Donc, et nous sommes, une fois encore, parmi, si ce n'est le seul département à faire cela, car ça ne vous aura pas échappé, tous les départements, et y compris de la petite couronne, si vous lisez ne serait-ce que la presse, et encore hier, sont réduits sur le fonctionnement aux dépenses obligatoires. Ils ont tout supprimé, le reste qu'ils avaient. Tout est supprimé parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer. Quant à l'investissement, c'est pareil. Ils ont renoncé quasiment à tous les projets, reporté même des constructions de collèges, de routes, etc. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà très endettés. Et nous, si on peut continuer, M. Baguet l'a dit, c'est grâce à notre gestion passée que vous avez largement dénoncé, M. Timéthéo, qui faisait que nous n'avions pas ou quasiment pas d'emprunt et qui nous permet aujourd'hui à être à des niveaux importants, ce que malheureusement les autres départements qui avaient déjà un niveau d'emprunt très élevé ne peuvent plus faire. Donc là aussi, si vous êtes objectif, vous regardez les dépenses de fonctionnement des autres départements et d'investissement et les nôtres. Je ne dis pas qu'on est parfait, qu'on est les meilleurs, mais je veux bien la critique quand elle est correcte et qu'elle ne va pas, une fois encore, à des choses trop excessives. Je vais prendre deux exemples qui démontrent que vous voulez être à tout près excessif. Quand vous nous dites le budget des mobilités baisse, mais attendez, on paye pour les trams et les transports, en plus de la région, parce que normalement c'est la compétence de région, on paye à 30%, mais le T10 il est terminé. Donc c'est sûr que les subs elles baissent. On ne va pas payer pour des trams qui n'existent pas encore. Le CPER il vient à peine d'être voté, donc c'est les études qui sont lancées. Donc ce budget augmentera lorsqu'on passera après les études à des phases travaux. Mais vous voyez, c'est cyclique. On ne paie pas quand il n'y a pas de tram et pas quand il n'y a pas de travaux. Donc c'est normal que ça baisse. Là, le T10, c'est terminé. Je prends un autre exemple sur les carrières, pareil.
que vous nous citez, d'abord, c'est quelques milliers d'euros pour les communes, mais nous devons regarder, et je regarde, effectivement, parce que nous sommes dans une situation difficile, et je regarde de près là où nous pouvons faire des économies. C'est normal. Parce que je ne veux pas, justement, toucher à un certain nombre de choses, comme l'a dit M. Baguet. Eh bien, on le paye depuis 20 ans, ça. Soit quand les choses et les lois ont changé. On payait pourquoi? On paye pour connaître notre sous-sol, l'état de notre sous-sol. Eh bien, le département est propriétaire et donc il paye pour savoir ce qu'il y a sous son sous-sol et s'il y a des carrières. Mais dans les villes, c'est aux villes à payer pour savoir ce qu'il y a dans leur sous-sol. Parce qu'en même temps, il y a une responsabilité juridique, voyez-vous. Et je ne vois pas pourquoi le département porterait la responsabilité juridique en lieu et place des villes qui, elles, ne connaîtraient pas, parce qu'on paye, nous, leur sous-sol, l'état de leur sous-sol, et des travaux qu'il conviendrait de faire. Juridiquement, je n'ai pas à prendre la responsabilité à la place du maire. Premier point. Deuxième point, à quoi ça sert d'autre? À quoi ça sert d'autre? Ça sert à avoir un avis sur les permis de construire. Il me semble que la loi a changé aussi, que nous n'avons pas, et jamais eu l'urbanisme, mais que nous n'avons même plus l'aménagement. Donc, à quel titre, légalement, je paie à la place des villes un avis sur des permis de construire, alors que je n'ai nullement la compétence. Alors, quand vous me dites que ça va vous faire 50 000 euros, 30 000 euros de plus de dépenses dans votre ville pour laquelle vous êtes élu, eh bien, écoutez, je crois que par ailleurs, on donne des subventions encore que les autres départements ont arrêtées. Donc, à un moment donné, je veux bien que vous plaigniez sans arrêt, mais le retrait, je crois, ça doit être de l'ordre de 200 ou 300 000 euros globalement. Ah, c'est pas une grosse, c'est même pas que pour dire on fait une économie, c'est aussi pour dire les responsabilités doivent être là où la loi doit s'exercer. Alors, vous voyez, à vouloir tout dépeindre d'une certaine façon, vous n'en avez même plus à savoir ce qui est dans la loi, tellement vous voulez noircir. Vous ne savez même pas que c'est vous qui délivrez les permis et que les avis pour les carrières, c'est pour les délivrer, l'autorisation de délivrer les permis. Et je ne vois pas en quoi j'aurai à payer ça. Vous savez, oui, on va faire des économies, mais on va faire des économies sans essayer de toucher à l'essentiel, et en particulier y compris aux aides aux communes. On va avoir à peu près, une centaine de millions de plus de dépenses que l'an dernier. On n'en est qu'au daube. On a 50 millions de recettes à peu près de moins. Ça fait 150 millions à trouver. 150 millions à trouver, parce que nous, on n'est pas l'État. Nous, à la fin de l'année, on doit avoir un budget à l'équilibre. Et on ne peut pas emprunter pour payer du fonctionnement, comme l'ont fait vos amis à certaines époques dans certaines villes, Monsieur Timothéo. Et si vous ne connaissez pas laquelle, c'est celle de Châté-Malabry, où ils empruntaient pour payer du fonctionnement. Voilà. Donc, il faut qu'on trouve 150 millions d'euros. Nous avons à peu près 100 millions d'euros d'excédents reportés. Nous aurons à peu près 20 millions d'euros, d'après ce qui a été dit par M. Senon et Baguet, 20 à 25 de recettes supplémentaires si on vote les 0,5 pour les droits de mutation. Eh bien, il faut qu'on fasse une trentaine de millions d'économies. C'est clair. C'est clair. Voilà. Et donc, on va essayer de les trouver parce qu'on ne va pas avoir un budget en déséquilibre. On n'a pas le droit. Et pour cela, une fois encore, on vous fera part des économies lorsqu'on discutera du budget. Et vous les partagerez, vous ne les partagerez pas. Ça sera nos choix. Mais nous essayons encore une fois de faire des choix réalistes. Quand vous avez dit il y a 2 millions d'euros de moins pour l'ASE, et en particulier pour les assistantes familiales. C'est faux. Ou c'est mal écrit, vous avez mal compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les textes, là aussi, ont changé, la loi a changé. Les assistantes familiales, et tant mieux pour elles, si elles n'ont pas d'enfants, elles sont payées à 80%. Alors qu'avant, ça n'existait pas. Elles n'avaient pas d'enfants, elles n'étaient pas payées. Aujourd'hui, elles sont payées à 80%. Eh bien, j'ai demandé à ce qu'on regarde de près pour qu'elles aient un enfant. Et au moins, on les paie à 100%, mais je ne les paie pas à 80% pour ne pas avoir d'enfant. Et ça,
pour les enfants, c'est même mieux que d'être chez une assistante maternelle, assistante familiale, plutôt que d'être dans une structure. Et ce transfert fait un gain de 2 millions d'euros. Voilà, si vous n'avez pas compris, je vous explique. Mais quand vous ne comprenez pas, en commission, au lieu de vous taire, vous posez des questions. Comme ça, les élus se feront un plaisir de vous répondre. Donc, je ne vais pas continuer sur toutes vos incohérences. Je vous demande simplement un tout petit peu. Vous êtes dans l'opposition, opposez-vous, mais faites-le intelligemment et pas d'une façon politicienne. Merci, Monsieur Timotheo. Monsieur Jarry.